Voilà, bonjour tout le monde. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Je découvre l'endroit, je ne connaissais pas, donc je suis très agréablement surpris. Donc, on m'a demandé de faire un petit topo sur tout ce qu'il est possible de réaliser dans un jardin pour obtenir de la biodiversité augmentée sur le lieu. Et là, déjà, la première surprise, c'est que la qualité du lieu, elle est très bonne. Il y a la forêt autour, nous sommes en pleine nature. Il n'y a pas d'agriculture intensive, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et que là, je vois les haies. Les haies, c'est déjà un bon signal pour moi. Apparemment, il y a un fossé derrière, un ruisseau et une mare. Donc tout ceci va être un complément qui va provoquer l'explosion de la biodiversité. Alors avant de commencer vraiment euh, par les explications, simplement une présentation générale de la situation planétaire. Vous savez qu'elle est assez catastrophique. Hein, je ne fais pas dans le catastrophisme, mais il faut quand même se pencher sur ce constat. Nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes volants en 30 ans. Je suis quelqu'un d'un peu spécial. Je fréquente les insectes et les plantes depuis l'âge de 4 ans, tous les jours. Tous les jours. Et ça m'a permis de m'imprégner un peu de ce monde auquel nous appartenons, duquel nous nous sommes détachés aussi, parce que tout va tellement vite que les gens n'ont plus de notion. Voilà, ils courent comme un hamster dans leur roue, et puis tout ce qui se passe autour leur échappe. Euh, Intuitivement, par empirisme, j'ai réussi à comprendre les besoins des insectes. Parce qu'on me surnomme aujourd'hui l'homme insecte. Effectivement, puisque c'est ma grande passion. Et 80% de perte de biomasse d'insectes volants en 30 ans, c'est assez catastrophique. Il y a eu une première escouade, c'était le milieu des années 90, où il y a une chute phénoménale des insectes volants. Et puis aussi des abeilles qui mouraient par millions, hein, près des ruchers. Et ça, c'est clairement dû aux pesticides neurotoxiques, qui sont aujourd'hui en principe interdits. Malheureusement, on en retrouve encore des traces. Et la deuxième escouade a été surprenante, pile poil dans les années 2000. Subitement, il n'y avait plus d'insectes sur les pare-brises. Et je ne comprends pas comment les gens ont pu faire pour ne pas réaliser de sursaut salvateur ou de taper du poing sur la table pour dire stop, il y a un problème. Alors les anciens se souviennent très bien, j'en suis certain. À l'époque, dans les années 90, quand vous preniez votre voiture, ne serait-ce que d'aller d'un village à un autre, la nuit, euh, même entre les champs de maïs et de tabac, monoculture, hein, où il y avait des pesticides et tout, quand on mettait plein phare avec la nuit noire en toile de fond, on voyait des millions de moucherons et de papillons. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Voilà. Et en fait, pile poil, ça s'est arrêté dans les années 2000. Et ça s'est pas trop arrangé depuis, hein, parce que moi, ma voiture, elle est blanche. Je me déplace partout en France, en Belgique aussi. Donc, je fais souvent des allées-venues Obersteinbach-Bruxelles ou Obersteinbach-Lyon. Ça, c'est vraiment mon axe principal. Et la voiture, aller-retour, elle revient propre. Et moi, ça me pose un problème. Ça veut dire que la base de la chaîne alimentaire est clairement cassée. Elle est en danger. Et les insectes nous rendent d'immenses services. Alors, il n'y a pas que l'abeille domestique qui va nous rendre ce service. C'est tous les insectes. On a besoin de tous les organismes vivants qui nous entourent pour obtenir ce qu'on appelle une biodiversité saine, une diversité saine, mais surtout, on a besoin de tout le monde pour une pollinisation efficace. Parce que l'abeille domestique, elle va aller sur toute fleur, elle a la capacité de chercher le pollen sur toutes les fleurs, elle est donc polyphage, mais il y a aussi des abeilles solitaires qui sont extrêmement spécialisées et qui ne vont visiter qu'une seule espèce de plante, voire une famille de plantes. Et elles sont souvent spécialisées et la morphologie elle est adaptée pour aller au plus profond de la fleur pour faire une pollinisation plus ciblée. Par exemple, quand il fait trop froid, c'est plutôt le bourdon qui va intervenir. Il peut sortir à partir de 8 degrés, alors que l'abeille domestique, il lui faut 11-12 degrés. Si vous avez des osmies, ce sont des abeilles solitaires dans un verger, même s'il y a une ruche à côté, s'il n'y a pas d'osmies, il y aura moins de fruits. Il faut le mix, il faut le concours de tout le monde. Avec les osmies cornues notamment, votre rendement va augmenter de 35%. C'est vraiment très loin d'être négligeable.
Donc voilà, en fait, il faut comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est même les organismes dits, entre guillemets, insignifiants. Les petits moucherons. Alors pourquoi les petits moucherons? Parce que déjà, les larves, les mouches et les moucherons, les larves sont des grandes nettoyeuses. Elles vont réduire la matière organique dans le tas de compost. D'autres vont plutôt s'affairer sur la matière carnée en décomposition. Donc ce sont des grandes nettoyeuses. Et une fois adultes, les diptères, donc les mouches, vont aller de fleur en fleur pour se nourrir de nectar. Et bien sûr, ce faisant, elles vont transporter du pollen. Donc elles participent à la pollinisation. Pareil pour la larve de cétoine qu'on retrouve dans le bois broyé, les copeaux de bois, qu'on utilise souvent en guise de litière pour les cultures. Dans l'état de compost également, ben, la larve, elle fragmente la matière organique et une fois adulte, ben, les coléoptères adultes vont chercher du nectar et du pollen et donc ils participent à la pollinisation. Et en France, nous avons au bas mot 25 000 organismes différents qui participent à la pollinisation. Donc nous avons besoin de tout le monde et pour que tout le monde soit là, il faut une dynamique efficace, il faut un contraste entre les différents milieux au jardin. Ce n'est pas un parterre de fleurs ou un potager qui va faire la biodiversité. C'est une fausse croyance. Ce qui va faire la biodiversité, c'est le contraste entre les différents milieux et souvent très opposés. Et ça va créer ce que j'appelle la biodiversité augmentée au jardin. Voilà. Donc je pense qu'on va visiter les différents lieux. Vous allez me les présenter, je vais les découvrir avec vous puisque je ne connais pas l'endroit. Et à chaque endroit, donc vous me poserez la question, vous me direz, vous évoquerez la teneur de vos projets, et en fonction, ben, je vous dresserai un tableau à peu près de ce qu'on peut mettre en place. Là, en face, c'est peut-être le potager en devenir. Oui, oui. Bah, je pense que la personne la plus à même de présenter son Voilà. classe, c'est un peu, quoi. Bon, d'abord, c'était l'idée de mon mari, Oui, parce qu'il a encore un peu de sang indien. Et là, au milieu, on va mettre, ça va être aussi un cercle de la vie, une roue médecine en Oui. même temps. Donc- Alors, au milieu, on Ah. peut créer quelque chose qui va faire qui représente chacun de nous qui va là-dedans. Alors, c'est vraiment indien. Hein. Alors, ça, c'est c'est une encore forme de rituel. aussi. Et de partage aussi. Oui, Hein. oui, Voilà. voilà. Le vivre plus en conscience. Et là, vous voyez, ça c'est assez sec, je pense. Et si vous voulez, on peut aller déjà là où c'est un peu autrement. Oui, ben, en fait, on va d'abord voir. Donc, en fait, ici, c'est donc le lieu de vie, on Oui. va dire chamanique. Aussi, légumes. Les légumes, voilà, donc, oui, voilà, la première chose, c'est exposé au vent. Oui. Un sol qui n'est pas couvert, ben, il se dessèche très vite. Oui. En fait, une fois que vous aurez préparé les planches pour la culture, ou les cultures, je dirais, il faudrait le faire sur un sol couvert. Voilà. Et ensuite, tout devrait être ceinturé de haies. Pourquoi de haies? Tout simplement parce que beaucoup d'animaux dits auxiliaires, donc les animaux utiles, vont se concentrer dans les haies et ensuite aller au potager pour réguler les espèces indésirables, celles qu'on ne veut pas au potager. Très bien. Moi, j'ai pensé, je ne sais pas si vous êtes aussi d'accord, moi j'ai pensé des haies, des trucs mangeables, quoi. On peut faire avec des petits fruits, bien sûr, de la mélancher par exemple. On peut mettre de l'aubépine qu'on va récéper pour que ce ne soit pas trop haut. Il faut faire un mélange d'espèces locales ou d'espèces exotiques. Donc la mélanger qui va être exotique, à part l'espèce ovalis qui est de chez nous. Des framboisiers, ce genre de choses, mais des haies assez hautes quand même pour limiter le dessèchement, parce que là aussi c'est important, le vent il balaye, il dessèche. Donc on couvre le sol et on met des haies autour, des haies mixtes, et pourquoi pas, c'est une bonne idée, des comestibles qui sont très mellifères aussi pour les abeilles. Oui, oui. Ça c'est une chose qu'on peut faire. En toile de fond on peut mettre un tas de bois mort. Le tas de bois mort est très important, il faudrait en mettre partout, même des troncs d'arbres laissés pourrissants, même du bois noble, du hêtre, du charme. Il ne faut pas penser qu'à nous pour nous chauffer ou pour la construction, mais aussi pour les insectes. Vous allez développer par exemple des colonies de carabes. Les larves mangent le bois mort et ensuite les adultes carabes vont aller dans le potager pour chasser les limaces par exemple. Alors, ça suffit pas que le bois, il est là? C'est pas pareil. Il faut des gros troncs, c'est pas pareil. Avec la tôle ondulée dessus, c'est pas pareil. Il y a des gros troncs, j'en ai vendu là. J'en ai vendu tout plein là. Et on va briefer ça après. On va voir Ok. ça après. Donc, je le présente, ça va être plus facile comme ça. Mhm. Et des pierriers pour les lézards et les ourvets. Des tas de pierres. Oui, Ben, on des a bons déjà tas de cherché. pierres, quoi. Les tas de pierres sont des bons abris et ils chauffent et restituent la chaleur. Voilà, donc toute cette composante-là, si vous fermez déjà avec des haies, et ensuite laissez les herbes
que tout le monde appelle mauvaise herbe. Pour moi, il n'y a aucune herbe qui n'est mauvaise, aucune. Je préfère une approche plus poétique, les herbes non désirées. Et ça change le comportement au niveau du psyché, quoi, de la psyché. C'est sûr, hein. Si vous parlez de mauvaises herbes, c'est sûr, on va écraser, on va arracher, on va extirper. Mais quand on parle d'herbes non désirées, l'approche, elle est différente. Voilà, elle est plus belle, elle est plus respectueuse. Alors, bien sûr, on ne va pas laisser envahir le potager, il faudra éliminer les herbes non désirées, sinon elles vont couvrir les autres plants. Mais tout autour, il faut les laisser. Par exemple, le gaillet gratteron qui s'accroche au pantalon. Il faut le laisser parce qu'il est très très utile pour attirer les pucerons en avril lorsque les rosettes montent. Les pucerons vont s'agglutiner dessus. Mais vous allez mettre vos pois et vos haricots plus tard. Les haricots surtout. Et alors, les pucerons n'auront pas tendance à aller attaquer les plants de haricots parce qu'ils vont rester sur leur plante de prédilection, le gaillet. Gratteron l'ortie aussi dans un coin semi-ombragé va attirer d'autres pucerons et surtout mettre 2 ou 3 sureaux autour, les sureaux, les arbustes qui attirent vraiment les pucerons tôt dans la saison et donc vous opérez une sélection par déviation. Donnez les plantes favorites aux espèces que vous n'aimez pas, elles vont se coller dessus et elles laisseront tranquille votre potager. Ensuite, évitez les rangées d'une seule sorte. Voilà. Il faut un mélange de légumes pour limiter les parasites. Par exemple, le poireau à côté de la carotte, parce que la mouche du poireau n'aime pas la carotte et la mouche de la carotte n'aime pas le poireau. Donc un mélange. On peut mettre des fraisiers parmi tout ça, et surtout beaucoup de fleurs. On peut planter du souci, on peut planter de la valériane officinale, qui est une plante médicinale, qui va attirer aussi les pucerons et qui va être mellifère. De la bourrache, qui va être excellente pour les bourdons et les abeilles. La bourrache aime bien les sols riches. La bourrache va vraiment se ressemer tous les ans dans le potager. Voilà un petit peu l'écrin qu'on peut faire ici, rien que dans cet endroit-là. En toile de fond du bois mort, des pierriers un peu partout, des haies pas trop hautes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ombre, il ne faut pas qu'elles soient trop hautes, je dirais 3 à 4 mètres maximum, et qu'on récèpe avec un taillet électrique pour qu'elles n'aillent pas dans tous les sens. Et bien sûr, laisser toutes ces herbes folles, ces plantes non désirées, se développer autour. Donc là, vous allez nourrir les chenilles, vous allez nourrir les abeilles, vous allez nourrir les pucerons par déviation et attirer les prédateurs et ainsi de suite. Voilà. Donc la présentation ici, je pense que pour moi là, elle est plus ou moins faite. On peut compléter plus tard par des questions-réponses et on va passer à un autre endroit. Donc je me laisse guider. Oui, c'est bien. Oui. Bon, là, ils sont en train de mourir, là. L'année prochaine, je suis 40 ans, là. C'était le début que j'ai planté, oui, et les autres. Mais bon, faut quand même... C'est les tuyas, hein. Ouais. Et on peut enlever et puis remettre une haie naturelle, donc du sureau, du saule, même un noisetier, ce type de plante, hein, des plantes bien de chez nous, pour bien ceinturer et fermer. Ça sera beaucoup plus utile pour la biodiversité que les tuyas. Oui, pas de vie dans les tuyas. Hein? Il n'y a pas beaucoup de vie dans les tuyas. Mais quasiment jamais. Ah, Non, C'est pour non, ça, ils c'est veulent pas le plus plus grave. vivre. Le plus grave, c'est que ça n'abrite rien et puis Oui. ils sont en train de péricliter là. Non, Et ils souffrent aussi de l'ombre. Il y a la concurrence. Les bouleaux, les arbres à côté, ils n'aiment pas. Hein. Le tuya aime bien être ouvert et tout, donc comme ça, il ne tiendra pas. Moi, je suggère vraiment de l'enlever et de mettre des plantes qui poussent vite du saule marceau, saule cendré, le saule blanc qu'on peut tailler en tétard pour en faire des trognes. Vous savez, Weitenköpfchen, Ah, ja, Ah ouais, ouais. Faulkappen, ja. et donc en allemand. Hein. Et donc en fait, ça va vous donner de la matière pour faire des branchages, des haies de beignes, des haies de branchage. Donc tous les branchages que vous coupez, il ne faut pas les broyer, il ne faut pas les brûler. Vous plantez des piquets face à face sur 1 mètre de distance et vous imbriquez tous vos branchages dedans. Toute la longueur, tout autour, ça va faire une belle ceinture. Ça va encore abriter les crapauds qui vont pouvoir se faufiler dedans pour le jour, pour chercher la fraîcheur, les orvets, les couleuvres, tous les animaux utiles. Il y a des insectes qui sont spécialisés dans la fragmentation des brindilles sèches. Donc, ces animaux vont s'affairer dedans. Des oiseaux vont mettre le nid au pied ou dans la haie, comme le troglodyte mignon, par exemple, qui affectionne ce type de lieu. Voilà, ça protège du vent encore une fois. Et puis, ça se végétalise naturellement, ou vous mettez des saules de part et d'autre, et puis à un moment donné, vous continuez de tailler et vous continuez d'alimenter.
Donc ça, c'est très bien. Les branchages, on peut en faire des délimitations aussi. Autour du potager, pourquoi pas, sur 10 mètres, et après mettre une haie vive à côté. On peut faire un contraste entre les deux milieux, ça va être très intéressant. Et surtout ici, bon, c'est humide, alors c'est très ombragé, donc il faudra sélectionner des plantes qui poussent à l'ombre. Il y en a quelques-unes, ou la mi-ombre, qui vont pousser dans ce sol frais. Il n'est pas vraiment humide, hein, il est frais. Je pense qu'en été, il doit être sec. Ouais, c'est toujours humide ici. Il y a C'est des toujours sources humide il y a ici. des sources Oui. hein, partout. Hein. Là, Par c'est- gravité, Là, là. il y a d'eau tout ici, Là, c'est tout il le y a temps mouillé. de l'eau En été, qui vert. est carrément- Alors ici, à la lumière, si on pouvait ouvrir un petit peu quand même, Oui, pour qu'il y ait de la lumière qui passe. oui. Un pré humide qui a de la lumière, ben là on peut mettre une très belle plante qui va coloniser les lieux, c'est l'eupatoire chanvrine. Est-ce que vous connaissez l'eupatoire chanvrine? En latin, Eupatorium cannabinum. Une plante qui c'est ça. Et en fait, elle monte, allez, en général, elle monte à cette hauteur-là, à ce niveau-là, mais dans les endroits vraiment au sol très riche et très humide, elle va monter jusqu'à 1,80 m. Le patoire chanvrine a un feuillage découpé qui rappelle vaguement le pied de cannabis. Et en réalité, ça fait une espèce de corymbe fleurie qui tire sur le vieux rose. Et elle fleurit en août, à une époque où les fleurs sont assez rares, finalement. Elles attirent beaucoup les abeilles, les papillons. Il y a quelques chenilles qui se nourrissent du feuillage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui se débrouille dans l'herbe haute même, sans désherbage. Une fois qu'elle est implantée, elle va faire de grosses touffes, elle sera là pour 15 ans minimum. Et ensuite, elle va se ressemer partout de façon aléatoire. Vous aurez un beau parterre fleuri, mais il faut ouvrir un peu pour qu'il y ait quand même du soleil. Hein. Donc on peut mettre de la lysimaque vulgaire qui va accueillir, c'est des fleurs jaunes. Les lysimaques vulgaires vont accueillir deux espèces d'abeilles du genre Macropis. Ces abeilles ne butinent que ces fleurs-là. En fait, elles cherchent le pollen pour leurs larves. Et les larves ne mangent que le pollen de lysimaque. Donc on peut mettre de la lysimaque, on peut mettre de la salicaire aussi. La salicaire attire énormément les insectes, elle est plus courte, elle fait des épis roses. Pareil, de juillet elle va fleurir de juillet à septembre. Elle peut être assez haute quand même. Et elle évolue très bien là-dedans. Si c'est assez éclairé, on pourrait même mettre de la reine des prés. Voilà, Metasus, auf Deutsch. Hein. Voilà, ce type de plantes qui vont attirer beaucoup les insectes. Et bien sûr, l'état organique. J'en ai pas parlé avant. Tout ce qui est produit de fauche, quand vous fauchez les herbes non désirées que vous arrachez pour limiter, les restes de légumes, vous les mettez en tas, vous les disposez en tas un peu partout. Les tas organiques vont constituer un élevage à ciel ouvert d'invertébrés dits détritivores. Donc tous les organismes qui dévorent les déchets, comme la larve de cétoine, par exemple. Donc des centaines d'espèces vont s'affairer dedans, et ça va créer un appel. Ça va appeler l'intervention de beaucoup de prédateurs. Les orvets, la musaraigne, l'araignée Dysdera crocata qui ne mange que le cloporte par exemple, l'orvet qui va s'occuper des limaces et des vers, la musaraigne va aussi s'attaquer aux escargots, l'orvet va se faufiler dedans parce qu'il va profiter de la chaleur de la décomposition, mais ensuite il va aussi chasser les limaces et les vers et d'autres insectes. Vous comprenez? Donc cachette et nourriture, des contrastes, toujours. C'est ça qui va créer l'explosion de biodiversité. Et des tas, bien sûr, organiques à l'ombre, d'autres au soleil, pour permettre à chaque espèce de choisir son lieu de préférence, son lieu de prédilection, et toujours le bois mort, des rondins de bois mort joliment disposés en contraste avec les haies de branchage, les fleurs, et vous obtenez déjà un biotope. Mais là, je pense qu'il faut ouvrir un peu, et la première chose à faire, ce serait d'éliminer ces tuyas qui ne rapportent absolument rien, et qui il faut le reconnaître, ne sont pas très beaux là. Non. Parce qu'ils cherchent la lumière, ils montent en haut, et puis là, il y a des endroits où ils sont roussis, ils sont en train de péricliter, donc sans hésitation, je les enlèverai. Pour enlever les racines alors. Non, je laisserai. Ouais. Perso, je laisse et je couvre. L'acidité part très vite après. Voilà, pourquoi se prendre la tête à sortir des souches? Après, elles finissent aussi à se décomposer, par se décomposer. Alors, je vois qu'il y a du lilas partout aussi. C'est vrai que le lilas est très beau, mais le lilas, il attire peu d'insectes. Hein. Il en attire peu, le lilas. C'est pas une plante de chez nous. Hein. Il n'est pas originaire. Le lilas n'est pas originaire de chez nous. Il est bon, on peut le laisser. Alors, pour préciser tout ça, je ne suis pas sectaire, au contraire. On peut mettre de l'exotique au jardin, parce que c'est vrai que c'est beau le lilas. Moi-même, je cultive à hauteur de 20% des plantes exotiques au jardin. Mais je les sélectionne toujours pour les, comment dire, les bénéfices qu'ils apportent aux insectes. Toujours. Donc,
allez, on va dire 80% d'espèces locales, parce que c'est ça qui est le plus important, puisque les insectes de chez nous et tous les autres organismes de chez nous ont évolué avec ces plantes qui répondent parfaitement à leurs besoins, et les 20% autres, on peut mettre de l'exotique. Je cultive par exemple une renouée qui est superbe au jardin, qui n'est pas traçante, qui ne fait pas de graines, qui n'est pas invasive. C'est la renouée polymorphe. Elle atteint 2,20 m de haut, pour autant de largeur. Elle pousse dans les sols saturés en eau et très très riches en matière organique. Elle est spectaculaire, elle fleurit de mai à septembre. Les fleurs blanches cotonneuses qui attirent les petits moucherons et qui virent au rouge en fin de floraison. C'est magnifique, c'est une super plante qui meuble le jardin. Mais en ce qui concerne les plantes locales qui meublent, ça va être le patoire chanvrine, ce type de plante que j'ai évoqué. Comment on peut trouver ces plantes pour les mettre Bah, j'en ai plein au jardin et je suis en train de les reproduire. Donc, avec des graines ou en fait, mon jardin est une nurserie. Tout se ressème. Et souvent, je sors les jeunes plants, je les repique en godet, je fais des semis aussi. Et ça me permet d'avoir des centaines et des centaines de plantes différentes. Les premières plantes que je produis seront disponibles allez, en juin-juillet. Apparemment, là, ils ne sont pas encore vendables. Hein. Et, ah oui, alors j'en profite justement. J'ai repiqué de la cardère poilue. Est-ce que vous savez ce que c'est? Tout le monde connaît la cardère des foulons. Dipsacus fulonum. On cardait la laine avec. Hein. J'ai cette espèce, j'en ai plein. Parce que la chenille du sphinx gazé, qui est très belle, une grande chenille de sphinx qui est rose et verte, qui est magnifique, qui évolue tous les ans donc dans mes cardères, elle se nourrit exclusivement des feuilles de cardère. Ensuite, ben, les bourdons, les papillons et les abeilles vont profiter des fleurs, notamment le nectar et le pollen. Et ensuite, les chardonnerets élégants vont prendre les graines qui sont riches en huile. Donc il faut laisser les parties sèches debout, même l'hiver. Hein. C'est magnifique. Ça apporte du graphisme au jardin. Mais la cardère poilue est beaucoup plus haute. Elle monte à 3,50 m de hauteur. Elle fait des petites blanches laiteuses en août, là encore, comme le patoire et la bardane que je n'ai pas citée, qui apporteront donc nectar et pollen à une période où il y a une baisse en termes de quantité de fleurs. Les insectes adorent, les oiseaux mangent les graines aussi. C'est une bise annuelle et la cardère poilue, elle poussera exactement ici, à mi-ombre, parce qu'elle ne supporte pas le soleil de midi. C'est-à-dire qu'elle aime le soleil du matin, mais elle n'aime pas le soleil de l'après-midi. Même si elle a les pieds dans l'eau, elle vire au jaune, elle cuit au soleil. Elle fait de grandes feuilles et elle n'aime pas du tout le soleil fort. Donc on va trouver les endroits, il y en a certainement d'autres où on pourrait l'implanter. Ce sont des plantes que je peux fournir pour ici, oui. Donc la cardère poilue, après, elle se dissémine en groupe. C'est spectaculaire. Et en passant, ben, je vous suggère de venir visiter ou revisiter pour certains le jardin, parce que Hymenoptera évolue dans le temps. Déjà, Hymenoptera a pris 20 arts de plus de surface. Et comme Hymenoptera est évolutif, tous les ans, ça change. Et le jardin, aujourd'hui, il est quand même, il commence à gagner en maturité. Il a aujourd'hui 8 ans. On entre dans la 8e année. Dans 5 ans, ça sera totalement différent parce que les haies se développent. Les plantes que j'ai implantées au départ, moi j'ai toujours la règle de 3. Je n'achète que 3 godets de plantes par espèce. C'est tout. Après, ils se ressèment. Donc ce n'est pas cher. Ça revient vraiment pas cher. C'est une pratique économique, mais il faut patienter. C'est la contrepartie. À partir d'un pied de patoire chanvrine que j'ai installé au jardin en 2016, aujourd'hui en 2023, j'ai des centaines de pieds au jardin. Et ces plantes, l'avantage, c'est que vous ne désherbez jamais. On n'a pas à s'en occuper. Elles se débrouillent dans l'herbe haute. Elle vit en harmonie avec les autres plantes. Elle se débrouille, elle n'a pas besoin de désherbage. Et l'arrosage est nécessaire, par contre, quand il fait trop sec. Mais là, apparemment non, puisqu'il y aura toujours un peu d'humidité par gravité. C'est à mi-ombre, ça devrait marcher. Mais le patoire va quand même toujours être plus belle au soleil qu'à mi-ombre. Toujours. Voilà. Elle est mellifère, cette Pardon? plante. Elle est mellifère. Ah oui, le patoire est mellifère, évidemment. Tout comme les cardères. Est-ce que vous nous en avez mis chez nous? J'en ai plein. Non, chez nous. Dans notre Non, quand vous avez- non, pas dans votre zone maigre. Et si vous avez le long de on chez peut en vous, prendre. je connais votre jardin, tout au long du jardin, tout autour, les endroits un peu au sol frais, humide, Ouais. il est limoneux en plus le sol chez vous. Mais elle va pousser sans problème. Hein. Voilà. On peut en prendre. Oui. On peut même la mettre au potager, hein. On peut même mettre au potager. Par contre, après, il ne faudra pas venir rouspéter si elle se ressème partout, parce qu'elle va le faire. Hein. Parce qu'en fait, le patoire aime bien le sol perturbé. Vous savez comment que j'ai vu ça? Quand le patoire, en fait, elle a un défaut. Elle fait des millions de graines toutes fines. Mais ces graines sont peu viables.
C'est une règle qui est vraie en général, pas pour tout, mais pour beaucoup de plantes. Les plantes qui font des graines à profusion, souvent quand on les sème en terrine, on est déçu parce que la germination est aléatoire. Clic, ploc, ici ou là. Donc il faut le laisser faire. Et le sol perturbé travaillé par l'homme favorise cette espèce. Et là, elle va se mettre à se développer. Et là où j'ai vraiment trouvé le truc, c'est dans le poulailler, parce que les poules ne les mangent pas. Les poules grattent. Le sol est riche par les fientes et souvent frais et humide. Et l'activité des poules favorise la dissémination de l'Eupatoire chambrine. Et donc, le poulailler est ma nurserie. Donc, à chaque fois, je sors des jeunes plants et je les mets en godet. Et en plus, je les implante au jardin ou je les donne, ou je les vends aux particuliers qui sont demandeurs. Voilà. Donc on peut avoir des canards, des trucs comme ça avec. Les canards, c'est un peu plus lourd. Hein. C'est pas tôt, ça écrase. Hein. Ouais, bon, Et les pas poules. Hein. beaucoup. Voilà. Les canards et les poules toujours enfermés. Hein. Parce que ça bouffe tout ce qui est biodiversité. Les canards, c'est ce qu'il y a de pire. Ça dévore les bourdons, les orvets, les grenouilles, les jeunes couleuvres. Tout y passe. Les canards, c'est des goulus. Alors, ils sont super efficaces pour lutter contre les limaces. Donc, au potager, les légumes devront être protégés des canards parce que, quoi qu'on en dise, ils bouffent vos salades, ils écrasent tout. Donc, il faut les protéger, mais il faut trouver un moyen pour les faire tourner autour, notamment le matin et le soir. Et là, ils vont grappiller toutes les limaces. Hein. Très efficace. Mais enfermés toujours parce que sinon, si vous les laissez se balader, ils vont bouffer tous vos animaux auxiliaires et c'est pas ce qu'on veut. Quoi. Voilà. Et votre jardin est le plus fleuri à quelle époque de l'année en fait pour venir le visiter? Ah, Parce le que nous, jardin on est est à venu 2 l'apogée. fois, mais bon. Oui, il est à l'apogée en juin-juillet. Juin, Les juillet. 2 mois les plus beaux. Mm. Alors, il est beau toute l'année. Le printemps est très intéressant parce que les rosettes sont spectaculaires, elles se gonflent en énergie, elles montent. Donc là, c'est la promesse de fleurs, si on veut. Et à partir de juin, juillet, jusqu'à mi-août, il y a énormément de fleurs. Mi-août, c'est plutôt début septembre, le bouquet sec, mais c'est très beau aussi. Surtout l'année dernière, on l'a vu en 2022. Hein. Et en septembre, il y a un regain de floraison. La fraîcheur revient, il y a de temps en temps un petit peu de pluie. Donc il y a un regain de floraison. Il est beau toute l'année, en fait. Mais là où il est le plus fleuri, c'est juin, juillet. Juin, juillet. Et ce sont aussi les mois où les visites sont les plus demandées. Il faut réserver. Sinon, on n'y arrive plus. Et c'est les mois où Oui. en juillet, on peut avoir les plants. Vous allez En juin déjà, fin juin déjà. Mais le truc, c'est, ceux qui veulent visiter le jardin, il faut réserver à l'avance parce que vous risquez de faire chou blanc. L'agenda commence à se remplir. sur le site. Oui. Ah, le site, il ne fonctionne plus. Hein. Ah, Je ne peux même plus le modifier. Là, je vais faire appel à un webmaster. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux plus modifier le prix. Je peux plus modifier le. J'avais fermé le jardin pendant la Covid. Donc, j'ai mis nous ne faisons plus de visite. Je ne peux plus l'enlever. Donc, ne pas tenir compte du site. Facebook, le numéro de téléphone, l'email, vous me contactez comme ça. C'est le site. On va en refaire un nouveau. On va s'occuper de ça cet été. Le site est encore accessible ou pas? Oui, mais il est accessible, mais moi, je ne peux plus modifier. Et donc, on va le laisser tomber, on va refaire quelque chose, mais avec quelqu'un de compétent cette fois. Parce que moi, j'ai pas le temps, et c'est vrai que c'est pas mon métier de faire ça, c'est très chronophage. J'ai pas supporté de rester trop longtemps assis à essayer de faire des. Non, c'est pas mon truc. Je préfère être au jardin. Voilà. Ça s'est arrivé aussi à nous. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, ne tenez pas compte du site. On peut me contacter via le site, mais il faut pas en tenir compte. il faut parler aussi de votre super livre. Mais ça, on va le faire à la fin. On va le faire à la fin. Mais Voilà. l'Eupatoire chambrine, c'est pas une plante comestible. Hein. Médicinale. Elle est hyper amère. Hein. Mais oui, mais c'est très bon pour la santé, la mer. Hein. Oui, bien Plus sûr. c'est amer, mieux c'est pour le foie. C'est Hein. une des plantes les plus amères qu'on ait dans. Oui. Il y a la petite centaurée qui est encore un. Ouais. Je fais souvent des cures de petite centaurée, c'est la plante la plus amère qui Plus soit. amère. Ouais. Et tous les invités, quand je leur sers de la petite centaurée, s'en souviennent à vie. Parce que des années plus tard, on me parle encore de cette tisane amère. Ah, ouais. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Oui, c'est vrai. Voilà. Et cela dit, c'est une médicinale. Hein. Oui, Je ne sais plus pour quelle propriété. Je n'ai pas tout en mémoire, mais je sais qu'elle est. Antivirale, hein, aussi. Pardon? Antivirale, l'Eupatoire Je ne sais pas. Ouais. Oui. Voilà. Ok. Justement, j'allais te demander, c'est parce que toutes les plantes qui sont dites là pour attirer les insectes, certes, mais est-ce que nous, on peut les consommer après? Parce que nous, Il y en a qui sont comestibles, pas toutes. Il y en a qu'on va utiliser en tisane, d'autres qu'on va utiliser en salade, d'autres qu'on va utiliser pour les épices. Il y en a plein qu'on peut utiliser. Mais il y en a qui sont consommables, même crus, hein, comme ça. Mais de toute manière, à la fin de cette sortie ici, il faudra me laisser quelques jours. Je vais faire un document PDF et tout à la fin, je vais revenir ici, je vais prendre des photos de chaque endroit. Et pour chaque endroit, il y aura la liste des plantes avec des photos et tout ce que vous pouvez mettre. Voilà. Et comme ça, vous aurez quelque chose entre les mains
en guise de travaux pratiques. Voilà. Pardon? Type des plantes, comme vous nous avez expliqué. Oui, oui, et les éléments bois morts, pierre et ainsi de suite pour chaque endroit. Ne vous inquiétez pas, tout sera mis en place. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on peut passer à l'endroit suivant, à moins que quelqu'un veuille parler encore. Elke? Moi j'ai fini là. On passe à l'endroit suivant? Ou tu avais encore quelque chose à dire? Non. Non, ok, voilà. Là, on n'a pas. Là, je ne sais pas que ça vous intéresse ou vous intéresse. Là, on a encore. Après au soleil? Oui, Ça c'est très intéressant pour des plantes qui... on n'a pas coupé, mais si ça ne fait rien, on passe. On peut passer voir. Ouais. On peut passer voir. Ouais. Oui. Alors, normalement, on passe par là, mais là, c'est très haut, on passe par là. Oui. OK? Ouais, on a des pâteurs, j'en fais très bien. Allez, Denis. Ça va? Ah, c'est bien. Ah, c'est un chien. Et ça organise. Voilà, mais les haies, elles sont gênées, parlons. Donc on va mettre des plantes, je vais réfléchir à quelques plantes géantes qu'on peut mettre ici, Oui. qui seront adaptées au terrain. Une haie de branchage, je dirais ici, Oui. pour délimiter par rapport Oui. aux champs cultivés. Parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent, et des rondins de bois. Et tout ceci laissé à la décomposition, et vous aurez plein d'auxiliaires autour. OK. Et le jour, s'il faut couper, bon, moi, je les ai plantés. Mais... Non, mais là, vous laissez, là, clairement. Oui. Vous laissez, mais là, ici, non, parce qu'il y a trop d'ombre. OK. Donc, en fait, je suggère la ceinture de bois, de haie de branchage. OK. Voilà. OK. Alors là, c'est pareil. Tout le long, quoi. Oui. Bah oui, on va rester donc sur cette thématique, hein, ponctuée de... Alors, s'il y a des trouées, on peut toujours planter des haies qui supportent la mi-ombre. Ça, on va le voir après. Oui, oui. Hein. De toute façon, on va commencer petit là derrière. Là et ici. Oui, et là. Oui, je dirais. Et après, on va passer à un autre endroit. Comme ça, je vois tout de suite avec vous ce qu'on peut imaginer pour la suite. Oui, De toute façon, on on va y aller. de... Il faut y aller pas à pas. Jamais tout en même temps, pas à pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et on fait des erreurs et c'est coûteux et on perd du temps. C'est pas la peine. Très bien, Oui. très bien. Pas à pas. Oui, nous on a déjà quelques rides, on est déjà plus longtemps sur Terre, on ne veut plus faire des conneries comme ça. Des conneries comme ça, waouh. Moi, Hyménoptera, j'ai voulu le créer très vite. Parce que j'ai été consumé par ce qu'on appelle le feu du dedans. Et j'étais très frustré pendant des années parce que j'avais pas le terrain et la maison attenante. Et je peux vous dire qu'actuellement, pour trouver une maison avec 6200 mètres carrés de terrain, waouh, faut batailler. Hein. Et donc j'ai mis 3 ans et demi à trouver la maison avec le terrain. Et immédiatement, à la seconde, quand j'avais le terrain, je me suis mis au travail. J'ai pas arrêté. Mon squelette s'en souvient encore aujourd'hui. J'ai manipulé 220 tonnes de matériaux. Alors la mare ici, hein. Donc à l'étang, sur le devant, on va toujours garder ouvert. À l'arrière, on va garder un écrin fermé. Et il est toujours bénéfique de mettre des tas de bois morts. Bah, ici, on voit une grenouille, on peut peut-être mettre le focus dessus. On les entend de temps en temps. Et là, tout on le voit. Et les plantes oxygénantes, pour moi, elles commencent à émerger. Ça, c'est bien. Voilà. Alors c'est ici qu'on va pouvoir planter. Ici, on va pouvoir mettre beaucoup de patoires chambrines. C'est encore mieux. Hein. Ça, c'est mieux pour le patoire encore. Cet endroit là, il est vraiment bien pour le patoire, pour la lysimaque vulgaire, pour toutes ces plantes. Ici, on peut sublimer cet endroit avec des plantes comme ça qui se débrouillent. Elles ne nécessitent pas d'entretien. Juste en hiver, fin d'hiver, en avril, on va faucher tout ce qui est sec. Avec le taillet électrique, par exemple, sans fil. C'est la manière la plus douce de le faire. Des plantes hautes qui vont sublimer tout autour des saules. Il y a du soleil, le sol est humide et riche. Le patoire va tout coloniser, vous aurez des corolles de fleurs partout qui vont attirer les insectes.
et bien sûr qui vont sublimer le regard des visiteurs. C'est très intéressant parce que là, il n'y a qu'un fond vert. Si on met encore des tas de branchages, du bois mort, des contrastes toujours de pierriers avec des fleurs, c'est magnifique. L'endroit il est vraiment adapté. Là. Voilà. Et c'est mieux avec le truc électrique ou à la faux? La faux, elle risque de casser sur des tiges sèches de patoir, solides. Ah ouais, Oui, dans les trucs sauvages, moi je prends le tailler électrique parce que j'ai une grande surface. Ouais. Et oui, et puis les articulations aussi, donc voilà, ça repose les articulations. Hein. Voilà. En plus l'endroit là il est super, j'aime beaucoup les tipis, la yourte et puis le saloon est vraiment bien. C'est un super lieu. Oui, c'est magnifique. Et des plantes aquatiques, là, ce serait pas nécessaire? Pardon? Des plantes Mais il y en a. aquatiques? Là, il y en a. Il y en a vraiment. En fait, sur la berge, là, on a le plantain d'eau. Voilà, le plantain d'eau, là. Alors, le plantain d'eau, quand il fleurit, il attire aussi les butineurs. Hein. Et là, je crois que c'est une espèce, alors je ne vois pas trop bien, la plante qui est sous l'eau, c'est de l'élodée. Elle est oxygénante. Elle apporte de l'oxygène, elle est purifiante parce qu'elle puise vraiment les nutriments en excès qu'il y a dans cette eau. Et c'est elle qui va permettre à l'eau de rester saine, finalement. Je ne les vois pas maintenant. On voit les grenouilles, c'est sûr, on les entend, on les voit, ouais. mais il y a probablement du triton ici. De toute façon, l'endroit, il est, Moi, j'en il est ai bien. dans Là. le Il mien. y a un écrin naturel tout autour. Je suis presque certain qu'on y trouve. Hein. Moi j'en ai dans le mien. Oui. Et moi aussi, Mais des tout ça, tritons. il n'y a pas d'eau qui va. Hein. Si vous voulez, on peut faire un tour. Oui, là, il y en a. Ça, c'est le bouton d'or. Populage, on peut en mettre au bord. Là. Oui, ça ne durera pas longtemps. Oui, mais si on met de la reine des prés, tout autour, de l'eupatoire chandrine, de la salicaire. La salicaire a planté ici. Hein. Oui, ça, il y en a là-bas le long de la route. Oui, et la salicaire, Oui. des centaines de plantes, c'est ça qui fait la différence. Et ça vient avec le temps. Oui, bien sûr, oui. On en met 3 ou une dizaine par espèce et à un moment donné, au bout de 5 ans, vous en avez pas. Ça se propage. Voilà. À condition de ne pas tomber. Ah oui. Alors ici, bien sûr, l'aspect fauche alterné est très important aussi. Hein. Et il faut même laisser par endroits des plantes érigées sèches hautes. Parce que les insectes hivernent sur des brindilles sèches l'hiver. La larve de la chrysope, non, l'œuf de chrysope va passer l'hiver dessus. Beaucoup d'œufs d'araignées, comme les perfaciers, vont passer l'hiver sur des parties hautes des tiges sèches. Donc il faut faucher pas avant avril-mai, hein, ce type d'endroit. Hein. Donc toujours penser à ne jamais tout faucher en même temps et garder à l'esprit qu'il faut maintenir des tiges sèches un peu partout au soleil, en hauteur, pour permettre l'hivernage des insectes. C'est ça qui va concerner le maintien du réservoir d'insectes. C'est ce que j'appelle le réservoir d'insectes en fait. Et au printemps suivant, il y a des millions d'insectes qui vont émerger parce qu'on aura conservé les œufs sur les parties sèches. Les chrysalides aussi, les cocons de beaucoup de chenilles restent fixés en hauteur dans les brindilles sèches. Donc l'herbe sèche, elle est toujours pleine de vie. Hein. C'est pas parce que c'est au repos figé qu'il n'y a rien. Au contraire, c'est vraiment la réserve d'insectes pour l'année suivante. Voilà. Il ne faut pas tout couper, quoi. Pardon ? C'est pour ça qu'ils ne vont pas tout couper. Il ne faut jamais tout couper en même temps. Et quand c'est vert aussi, ça c'est vraiment un truc, une mauvaise pratique, tout couper en même temps, c'est pas bon. Et le problème c'est que ça se fait partout. Et là, ça va, il y a plein de supports là. Derrière, j'ai dit, il y a de l'herbe haute, donc ça c'est parfait. Hein. C'est le réservoir d'insectes. Ouais, voilà. Ça fait des années, j'étais chez vous dans le jardin. Et on essaye. Oui, mais ça vient doucement. Ça vient. Et mettre une plaque, par exemple, ou des plaques qui permettent aux salamandres de venir également. Oui, mais les salamandres ne vont pas nicher ici. Les salamandres sont là, certainement, pour chasser durant leur phase terrestre. Mais les salamandres ne peuvent pas se reproduire ici. Elle ne sait pas nager, la Non, salamandre. elle ne va pas dans l'eau, mais autour. Autour, oui, là où mais c'est- pour pondre, ici, elle risque de se noyer. En fait, le secret des salamandres, c'est toujours en lisière de forêt. En lisière de forêt. En lisière de forêt, dans des ornières ou des fossés avec un mince filet d'eau peu profond, Oui. et les ornières avec une longue pente douce, peu profonde. Alors la salamandre, elle va pouvoir marcher dedans, et ensuite elle va fixer les œufs à l'intérieur sur un support végétal ou autre,
Et après, à la ponte, elle va pouvoir ressortir. Donc la salamandre, contrairement au triton, ne sait pas nager. Oui. Pour le triton à crête, Nage, hein. c'est encore une condition particulière aussi, le triton crêté, le grand là. Lui, il lui faut une mare avec une zone profonde de 1,20 m. Et il faut la lysimaque numulaire avec qui rampe dans l'eau. Les feuilles qui s'enroulent servent de support pour les œufs. Le triton crête met les œufs dans les feuilles enroulées de cette plante. Si vous n'avez pas un endroit avec 1,20 m de profondeur et de la lysimaque numulaire, le triton à crête ne viendra pas. Alors que les autres tritons, comme l'alpestre, le ponctué ou le palmé, vont préférer cet endroit-là, celui-ci. Et le must, le top du top, c'est d'avoir des paliers de différentes hauteurs. Oui. Ouais, voilà. Ça, c'est souvent je vois des étangs, hein, on fait une mare à grenouilles, hop, le tractopelle il arrive, il fait une pente d'1,20 m, abrupt, ça sert à rien. Et ça, c'est juste bon pour les poissons. Et il n'y aura pas de reproduction d'amphibiens dedans. Là, il est bon, là. Elle est bien. La salamandre, ne vous inquiétez pas, et même le sonneur, il doit y en avoir ici, c'est toujours dans les ornières, en forêt et en lisière. Toujours. On en voit presque plus, hein, des salamandres quand même. Et il y en a encore par chez nous. Ouais. Oui. Mais ce sont les sites de nidification qui disparaissent, donc les biotopes. Ouais. Et la salamandre, elle peut vivre 25 ans. 25 ans. Oui, mais ça me fait une belle jambe de voir des salamandres qui peuvent plus pondre après. C'est ça le problème. Donc à un moment donné, elles vont disparaître. On était Donc, gamins, on voyait pas. Alors aujourd'hui, l'activité d'Hyménoptera consiste à repérer avec d'autres animateurs nature que je connais, parce que je ne fais pas ça seul. On est en train de recenser tous les endroits de nidification, tous les sites de valeur pour les salamandres, pour les tritons aussi. Et ensuite, on informe les maires de la commune de l'existence de ce lieu et on s'arrange avec les propriétaires du lieu ensemble pour tenter de le préserver. Il faut que les gens le sachent, parce que souvent les gens ne le savent pas. Et donc là, ça c'est une grande activité d'Hyménoptera, repérer les sites de valeur pour la salamandre, sites de reproduction j'entends. Voilà. Et les couleuvres? Ah, les couleuvres à collier, c'est parfait là. Ouais, là il y en a. Sûr, hein. C'est vraiment le biotope pour la couleuvre. Voilà. Elke, quelque chose encore à dire? Parce que là, moi j'ai Thierry. Non. Des épilobes, il y en a? Ah, de l'épilobe aussi, on peut aussi la planter L'épilobe, ici. là, Hein. ça serait bien. Épilobe. C'est beau, ça serait rose comme ça. Ah oui, La puis grande, l'épilobe, tu prends la grande. Oui. épilobe. Alors madame a évoqué l'épilobe qui est une plante très intéressante. C'est une plante phare au jardin chez moi aussi, à Hyménoptera, parce qu'elle devient effectivement très grande. Elle fait des petites fleurs roses qui sont mellifères, qui attirent aussi des abeilles spécialisées. Et surtout, c'est qu'elle accueille de grosses chenilles. La chenille du grand sphinx de la vigne, la chenille du petit sphinx de la vigne et la chenille du sphinx de l'épilobe. Et tous les ans, j'ai les 3 chenilles dans le jardin, au sanctuaire, tous les ans. Et je trouve aussi les papillons adultes. Ça, c'est une grande fierté, je suis très content. Alors, l'ennemi de l'épilobe, ça va être le chevreuil. Hein. Le chevreuil adore les jeunes pousses d'épilobe, il broute. Et donc, il faut protéger, s'il y a trop de chevreuil, il faut protéger, parce que l'épilobe, il est vraiment mangé par le chevreuil. Hein. Voilà. Mais toi aussi, tu peux manger. Ah oui, ça c'est sûr que vous avez du chevreuil ici. C'est aussi Comestible. une bonne salade. Une Hein. bonne salade. C'est un très bon légume, l'épilobe. Oui, l'épilobe, oui. Bah oui, Non, c'est la meilleure intéressant plante d'avoir médicinale ça. pour l'homme aussi, hein, Oui, pour la oui. prostate. Oui, ça aussi, oui. Pour la prostate, oui. Oui. En salade, c'est excellent. Salade, c'est bon. Ou en légumes. Oui, les jeunes Ça, feuilles, oui. ça dépend de la taille des feuilles. Oui. Mais C'est ça qui est intéressant, moi, qui a à manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme plante? Tu peux nous parler, Sébastien? Ah, on entend les grenouilles. Oui, quelqu'un m'a appelé là? Ouais, en cherchant ça un peu sur internet, moi je suis arrivé sur le réseau Hortus. Tu peux nous parler un peu d'Hortus aussi? Ah oui, le réseau Hortus, alors oui, le réseau Hortus est aussi très intéressant. Alors, juste il une y a dernière là. minute d'attention. Oui, la grenouille est là, on l'entend, c'est celle qui chante là, c'est celle qu'on entend là. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du réseau Hortus France? Oui. Ah voilà. Alors en fait, j'ai une amie qui s'appelle Inka Maas, qui est originaire de Berlin, qui vit dans le Gard aujourd'hui, qui a créé le réseau Hortus France, qui a pour origine le réseau Hortus Allemagne, qui a été fondé par Markus Gastel, qui est le grand fondateur du jardin Hortus Insectorum. Et c'est Hyménoptera qui s'est inspiré de Hortus Insectorum avant de devenir ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est grâce à lui que j'ai réussi à relier les chaînons manquants. C'est mon ami Marcus, il est près de Nuremberg, à 4 heures de route d'ici. Donc j'y vais assez souvent, le voir. Et Nini, elle a repris en fait le principe Hortus et l'a intégré en France. Et on le trouve sous 2 formes. On trouve le Hortus France, le blog, via Google, ou alors le réseau Hortus France via Facebook, où on peut s'inscrire.
On peut s'inscrire et participer à condition de respecter le principe du jardin en 3 zones. Le potager, c'est le cas ici, ou ça va être le cas ici. Les haies, donc la zone refuge, la zone tampon, et la zone maigre. Ça, vous n'avez pas encore ici. On va en parler après. Donc on va mettre un camion avec du sable sur la surface du sol, des tuiles concassées en dessous, et on va mettre des plantes de milieu sec en plein soleil. Je pourrais vous aider, si vous le souhaitez, à créer un jour une zone maigre. Et ça va être vraiment une zone hotspot. Elle va attirer un nombre incroyable de butineurs. Moi, personnellement, j'appelle ces zones Hyménoptera, 30% de la surface d'Hyménoptera, c'est de la zone maigre artificielle. Hein, ça va vraiment concentrer tous les butineurs. Moi, je les appelle personnellement l'open bar des butineurs. Oui. Tu mets quoi comme plante alors sur cette zone? Toutes les plantes de milieu sec. Donc ça va être de la sauge, ça va être de l'achillée, ça va être de la tanésie, de l'équinops ritro, toutes ces choses. L'équinops ritro ne pourrait pas pousser ici. Voilà. Donc vraiment des plantes de milieu sec et surtout les plantes qui n'aiment pas la concurrence. Parce qu'on va utiliser un substrat maigre justement pour que l'herbe ait des difficultés à rentrer dedans. L'herbe a besoin d'énormément de nutriments pour pousser, comme ici. Là, c'est un sol riche là. Mais les zones maigres, ça va être le contraire. Et donc les plantes qui aiment les milieux secs, souvent elles n'aiment pas la concurrence de l'herbe. Oui, non, ça il faut pas, ça c'est plutôt une plante de potager, kénopode, du sol riche ou les champs. Il ne faut pas mettre de kénopode dans une zone maigre, il ne poussera pas de toute façon. Donc granulé. Le cancer. Oui, pas de graminées quoi. Alors on peut mettre des graminées non traçantes ornementales, mais ce que je fais parfois pour les communes, pour qu'il y ait du contraste et du graphisme. Et on va mettre de la benoîte aussi, donc pour les plantes de zone maigre. Il y a énormément de possibilités. En fait, il y a plus de 1000 espèces de plantes. On parle dans mon livre. Alors j'ai écrit un livre également, je vais le présenter à la fin, j'en ai un dans la voiture, je vous le présenterai après devant la caméra. Mais il faudra attendre parce qu'il faut que je refasse une nouvelle réimpression. Là, ça va demander un petit peu de temps. Et je vais surtout refaire une édition revue et augmentée. Donc ça va demander du travail et encore du temps. Donc il ne sera pas disponible immédiatement. Voilà. Alors pour la présentation ici, pour ma part, j'ai terminé. Si quelqu'un voulait intervenir encore ou une question. Contre les campagnols. Ah les campagnols, ici c'est un terrain qui est favorable. Hein. Parce que personnellement j'en ai. Oui, en fait j'ai eu le problème aussi. Oui. J'ai eu le problème du campagnol aussi. En fait, depuis que j'ai mis plein de tas de pierres, de bois mort partout, j'ai des belettes au jardin. Et les belettes, elles rentrent dans les terriers et elles chassent les campagnols. Et depuis, j'en ai beaucoup moins. Alors il y a ici ou là, de temps en temps, un arbre qui est bouffé. Voilà, oui, mais ou mes chardons, parce que j'adore les chardons justement pour mes insectes, les cardères. J'ai vu des années où ils m'ont décimé ces plantes par centaines. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui, parce que les belettes sont là. Les belettes rentrent dans le terrier. Le renard, il est là aussi. On va les réguler. Là, il y en a du renard. Et la belette aussi. Donc il faut leur faire des cachettes. C'est pour ça que je l'ai dit au début du film. Je l'ai dit, cachettes et nourriture, des contrastes. Au début, il faut accepter. Ça va être l'horreur pendant 2-3 ans. Le temps que tout s'équilibre. je veux déjà plus de choses au moment où carottes. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Le campagnol, il est redoutable. Il est redoutable. Et le chat, surtout pas, parce que le chat, il en capture l'un ou l'autre de temps en temps. Mais 9 fois sur 10, ça va être les lézards, les oiseaux, les chauves-souris. Donc le chat, non, c'est une très mauvaise idée. Il va vous détruire, il va vous flinguer énormément d'animaux auxiliaires. Le chien, c'est une bien meilleure idée, à mon avis. Non, vu les trucs que Voilà. le gars il fait, non. Il y avait des plantes, non, de forme, non, qui chassent un peu les eaux. Oui, ça marche, ça fonctionne. Quand le terrain est vraiment favorable, ils contournent et puis ils bouffent tout. Hein. Non, ça les freine un peu. Mais franchement, moi j'ai essayé le forbe, la grande épurge, tout ça. Ouais. J'ai essayé tous les trucs. Il faut un jardin favorable aux prédateurs, c'est tout. Mettre bon, là le milieu il n'est pas ouvert. Quand vous avez un milieu bien ouvert, mettre des hauts perchoirs de 4-5 mètres de haut pour les faucons et pour les buses et tout ça. Et là, elles vont chasser les campagnols qui sortent un peu parce qu'il leur arrive de sortir quand même. Le renard, il chasse à l'oreille, même sous la neige. Il faut les favoriser, les renards. Donc on ferme aux poules à temps et on est là en journée pour qu'ils ne viennent pas. Un oubli, c'est mort le poulailler. Il n'y a plus personne. Ah, oui. Hein. Voilà. Et la belette, surtout la belette qui rentre dans le terrier. Donc belette, renard, ces animaux, il faut les favoriser, plus les oiseaux de proie. Les chouettes aussi. Hein. Tout ça, ces animaux, il faut les favoriser. Et donc, au bout de 2-3 ans, vous allez avoir une régulation.
déjà, il faut voir ça, il faudrait essayer de le garder au soleil, parce que les ravinements comme ça, de terre nue, c'est très sympa pour les abeilles qui creusent, les abeilles terricoles. Ça, il faut le garder comme ça, il faudrait le garder toujours nu. Et de l'autre côté, quand on est arrivé en face du potager, là, il y a un tas de terre ou de sable. Oui. Celui-là, tas de sable. Tu peux en avoir au moins 200 camions. Oui, mais super, si vous le laissez, si vous le désherbez régulièrement, vous le laissez comme ça, les abeilles puisseuses sont susceptibles de s'en servir pour faire des nids. Hein. Donc là, ça c'est bien pour les abeilles terricoles, c'est une petite ouverture. Hein. Alors là, il faut carrément enlever un peu l'air de temps en temps. Oui, laisser ouvert et ne rien laisser pousser devant. Ok. Voilà. Et derrière, on peut fermer avec des basses, des hautes basses. Oui, toujours du bois mort ici. Très bien. Et là, on peut mettre toutes ces plantes, je le vois à la végétation. Sans marcher, je le vois, les vapeurs chanvrines, reine des prés, épilogue, toutes ces plantes, on peut les planter là, elles se débrouilleront. Ah bah des wildschweine, les enculés, ils vont pas assez planter. Non, ils ne les mangent pas, mais par contre, s'ils remuent dedans pour chercher de la nourriture, ils vont faire des dégâts. Et ça se refait. Ces plantes sont résistantes, dans la nature, c'est pareil. Moi, je n'ai pas de crainte pour le patois. Le patois, les limaces n'y vont pas, les campagnols n'y vont pas, les chers maus, c'est niche, voilà. Donc en fait, tout ce qu'on craint au jardin, nous, ces plantes-là, c'est juste le chevreuil. Le chevreuil, il aime bien la reine des prés et l'épilogue. L'avantage, c'est qu'il ne mange pas le patois. Il n'aime pas le patois, c'est trop amer pour lui. Le chevreuil n'aime pas. Chez moi, il n'y a aucune patois, ne touchez pas le chevreuil. Par contre, l'épilogue, ça y va. Il y a une année, je n'ai même pas eu une seule reine des prés, il m'a tout bouffé. Oui. Là, et nous, on a plein chevreuil, il de m'a tout bouffé. chevreuils. Oui. Après, bon, on compose avec la nature. Hein. À un moment Peut-être donné, les vous autres réussirez à mettre autour. Oui, tout autour, oui. Mais vous réussirez, parce qu'à un moment donné, c'est un peu frustrant, mais si on fait ça, étalé sur des années, à un moment donné, ça se compose tout seul. D'accord. Tout seul, c'est très bien. Hein, ça me convient. En tout cas, juste pour la conclusion, donc après on va revenir devant, je vais vous présenter le livre en guise de conclusion, et puis on va peut-être faire une session questions-réponses sur place si vous le souhaitez. Mais je tenais juste à dire quelque chose, félicitations. J'adore ce lieu. C'est net, c'est schön. Ça, c'est super. Hein, cet esprit d'accueil avec les tipis, la yourte, le saloon. Waouh! Il faut le dire, il faut le reconnaître. Bravo. Merci. Donc en fait, on a parlé le réseau Hortus. Bah, aujourd'hui, je vous ai ramené donc pour l'association, donc pour Elke, j'ai ramené le réseau Hortus, donc le jardin vivant, 20 astuces Hortus pour la biodiversité au jardin. Donc celui-ci, il est offert. Hein. Vous allez pouvoir vous en inspirer pour créer des lieux écologiques pour la biodiversité au jardin. Donc c'est un paysagiste qui s'appelle Daniel Jakomaitz, qui vit en Allemagne à 600 km d'ici à peu près, qui s'est spécialisé dans les créations paysagères, mais uniquement dans le cadre de la biodiversité. Il refuse de créer des jardins classiques, avec des plantes exotiques et puis avec des gazons tondus à ras. Donc voilà, ça c'est pour vous. Hein, après, hein, donc ça a été adapté par le réseau Hortus France, parce qu'originellement c'est en allemand. Hein. Donc là, c'est en français, ça a été adapté par le réseau Hortus France. Et j'ai aussi une brochure en allemand, donc je vous l'apporterai, je l'ai aussi en allemand à la maison. Hein. Et là, ça c'est un des quasi-derniers exemplaires de mon livre, donc, qui a été réalisé en auto-édition, à savoir la biodiversité augmentée au jardin, où j'évoque toute l'histoire du jardin, les différents biotopes qui égrènent le jardin, les contrastes
et les animaux qui viennent, les plantes implantées et adaptées à chaque biotope, et tout est expliqué de façon claire. Donc j'ai voulu sortir du lot, parce qu'il y a énormément de livres actuellement sur le marché qui évoquent la biodiversité, mais à un moment donné, quand on commence à connaître un petit peu, ils sont très très vite décevants. Et quand on veut connaître un peu plus, direct après, on monte à des niveaux stratosphériques, du haut niveau scientifique, qui ne parle à personne. Voilà. Et donc j'ai voulu réaliser quelque chose qui entrerait dans de la qualité intermédiaire, un peu plus élevé que ce qu'on trouve partout sur le marché, mais quand même suffisamment facile à comprendre pour tout le monde. Donc ce livre est accessible dès l'âge de 15 ans, pour tout public. Et donc celui-là aussi, hein, quelqu'un me l'a demandé, je crois, donc je l'ai ramené. Alors j'ai le projet de le remanier. Je vais refaire une série, mais il me faudra laisser un peu de temps. Je vais faire une édition revue et augmentée, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Et puis, Hymenoptera a évolué depuis 2020. J'ai commencé à l'écrire en 2020. Il est sorti en mai 2021. Et entre-temps, il y a beaucoup de coopérations qui se mettent en place. Donc, je travaille avec des associations à l'échelle nationale. Je travaille avec de très grands acteurs qui œuvrent toujours pour la biodiversité. Et donc ces gens-là, je voudrais les citer leur travail à eux aussi, et puis évidemment notre coopération. Donc la prochaine édition pourra s'attendre à des surprises. Voilà. Alors, ça va demander un petit peu de temps, parce que c'est pas fait en un jour. Hein. Et puis comme je fais beaucoup d'autres activités, donc voilà, la biodiversité augmentée au jardin. Et toutes les clés de la biodiversité sont là-dedans. Il manquera toujours quelque chose, c'est pour ça que je vais faire une réédition, quoi. Indispensable. Ensuite, j'ai prévu de faire un second ouvrage, et lui il va être différent, donc j'ai déjà commencé. Les plantes botaniques, les plantes sauvages photographiées et botaniquement décrites sur 2 pages. Et les 2 pages suivantes, à chaque fois des photos d'insectes et le descriptif des insectes qui les visitent, ainsi que leur biologie. Donc je ne sais pas encore si je vais faire un tome 1, tome 2, tome 3, ou si je vais tout faire en un pavé, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de quand ça va sortir, ça dépendra de la qualité de mes campagnes photos, ça dépendra de la qualité de la météo aussi qui me permettra de faire ces photos, ça dépendra de plein de paramètres, mais je pense horizon 3-4 ans il devrait sortir, ça demande aussi énormément de boulot. Voilà. Donc pour ma part, j'ai terminé, si vous avez des questions ou... Et là où a été ma grande surprise, il y a 20 ans, on se moquait de moi plus ou moins quand je tirais la sonnette d'alarme. Hein. Et quand j'ai créé le sanctuaire en 2015, j'ai décidé d'en faire un jardin ouvert au public. Donc c'est une vitrine pédagogique, vous le savez, qui se visite sur rendez-vous. Donc je propose 2 heures de visite guidée d'avril à octobre, tous les week-ends et même en semaine pour les groupes, sur réservation, c'est très important, pour 10 € par personne. Et là, rien que dans ces 2 heures, dans le cadre de ces 2 heures, cette balade bucolique, vous apprenez beaucoup de choses. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est l'engouement. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Puisque moi, j'avais l'habitude du contraire il y a 20 ans, ce que j'ai évoqué à l'instant. Et aujourd'hui, en 8 ans, j'ai réussi à faire changer les pratiques et à faire évoluer les mentalités de centaines de jardiniers, à moi tout seul. Il y a le réseau Hortus qui est partout. Et donc là aussi, échange de graines, échange de bonnes pratiques, de savoir, des retours d'expérience, ça aussi, ça participe énormément. Donc en fait, nous sommes de nombreux acteurs à faire, je ne suis pas seul, sinon ça serait du confetti. Hein. Et maintenant, il faut y aller, il faut mettre la sauce, hein, parce que la vitesse de destruction, elle continue, et elle est supérieure à la vitesse de prise de conscience. Donc c'est là maintenant qu'il faut le faire. Et vous avez tous le pouvoir à l'échelle individuelle, il suffit de le décider. Vous êtes potentiellement tous des acteurs pour la biodiversité au jardin. Et les jardins restent les derniers refuges, puisque à l'extérieur nous avons le surpâturage, nous avons les pesticides, l'arrachage de haies, l'agriculture intensive, les coulées de boue, l'urbanisation, et que sais-je encore. Donc les jardins, les particuliers, restent réellement encore quasiment les seuls endroits qu'on peut encore sauver pour la biodiversité. En fait, c'est les forêts mixtes que vous évoquez. En fait, les forêts mixtes, c'est ça la vraie forêt. Et l'homme, toujours par pure cupidité, il va aller vite au niveau de l'exploitation, aller au plus rentable, il va faire des monocultures.
Monoculture d'épicéa, monoculture de pin, monoculture de hêtres, de chênes et ainsi de suite. Et c'est catastrophique parce qu'en fait la biodiversité se développe dans le fouillis et elle est équilibrée comme ça. Mais si vous mettez que de l'épicéa, les scolites ou botryches et autres parasites, ils se régalent hein, et ils se développent trop vite et puis ils font beaucoup de dégâts. Donc résultat, on utilisait encore, et je pense qu'on les utilise encore aujourd'hui, des pesticides en forêt. Hein. Ensuite, quand le climat est déréglé, quand il fait trop chaud, ils commencent à se fragiliser, ils roussissent. On a partout des pans de montagne où les épicéas crèvent en ce moment. Alors que si c'était une forêt mixte, il n'y aurait pas ce problème. Regardez, en Gironde, ça a cramé comme un fétu de paille, la forêt l'année dernière. Si c'était une forêt mixte avec des feuillus, le feu il n'aurait pas pris cette ampleur de super feu. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut encore réparer beaucoup de choses, mais il faut aller vite et à grande échelle. S'il n'y a que l'homme insecte, ce lieu ici, les jardins partagés, et puis le réseau hors tous, on n'y arrivera pas. En fait, il faut que maintenant les gens... il n'y a pas de secret. Hein. Donc même chez moi, au sanctuaire, je vois la diminution clairement, alors que le lieu, il est parfait pour la biodiversité. Je vois la diminution de certaines espèces chez moi. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, les pesticides, ça se balade sous forme infinitésimale en micro-gouttelettes, dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Dans la pluie, hein. Voilà. Et donc, oui, dans la pluie. Et donc à force de confronter les insectes à des produits toxiques, même infinitésimales, et nous aussi, hein, à un moment donné, on va péricliter. Mais aussi la destruction donc, des biotopes autour. Il y a le manque de brassage génétique, parce que si un patrimoine génétique se concentre dans un écrin, un oasis, un sanctuaire, s'ils ne peuvent pas voyager, s'il n'y a pas de corridor de haies qui leur permet de voyager d'un sanctuaire à l'autre, c'est ça qui manque, les corridors de haies. Hein. Je l'ai dit au début, on a détruit 1,5 million de kilomètres de haies. Forcément, le patrimoine génétique, il est plus brassé, il va s'appauvrir. Donc en fait, ce n'est pas la recette miracle, hein, le jardin ici, ponctuellement, c'est une grande aide, c'est nécessaire, mais ce n'est pas un produit miracle. En fait, il faut que tout le monde, tous les élus, les industriels, nous-mêmes, les particuliers, tout le monde, les associations, retrousse les manches et qu'on remette des corridors. Alors aujourd'hui, on marche toujours sur la tête parce que on replante des haies, 3000 km de haies par an, mais on continue d'en détruire 21 500 en France par an, et c'est quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, on subventionne ceux qui les arrachent et on resubventionne pour la plantation. C'est complètement à côté de la plaque. Enfin, c'est mon avis. Hein. Voilà. Mais malgré le fait qu'on voit les destructions avancer, tous les jours je replonge ma tête dans le jardin, je replante. Je sème, je plante des végétaux favorables pour les insectes. Tous les jours, je vais chez les gens, je leur explique. Et ça, c'est ma grande satisfaction. C'est que des clients qui viennent me visiter, dont certains depuis des années, ça je ne l'aurais jamais imaginé il y a encore peu, hein, ils me renvoient souvent des photos de l'évolution de leur réalisation au jardin. Et il en est qui sont très doués, ils font vraiment de très belles choses. Et ça, c'est la meilleure récompense. Aujourd'hui, énormément d'écoles, et de plus en plus d'écoles viennent visiter Hymenoptera. J'ai des collèges qui sont fidèles, ils viennent tous les ans. J'ai des nouveaux qui se rajoutent, collèges, lycées, universités. C'est génial, parce que les enfants sont les acteurs de demain. Et juste parenthèse, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que vous savez, la plasticité du cerveau de l'enfant. Si un enfant est confronté à une nature stérile tous les jours depuis sa naissance, il ne sait pas ce que c'est que la biodiversité. Donc il ne saura pas la défendre. Dans les zones de plaine d'Alsace où il n'y a plus qu'une mer de maïs avec un lotissement, le cube de résine à côté, il n'y a même pas de haie qui sépare le champ de maïs avec le cube de résine qui se trouve là, que vous payez 300 000 balles sur 4 arts. Désolé, je ne sais pas comment l'enfant va devenir un protecteur de la nature parce qu'il ne saura pas ce qu'il sait. Son cerveau se développera toujours en fonction de ce qu'il goûte, de ce qu'il touche, de ce qu'il sent, de ce qu'il ressent, de ce qu'il a vécu, de toutes ses expériences. Son cerveau va évoluer en fonction de toutes ses expériences. S'il n'est pas confronté à la nature vraie, il ne saura pas la protéger. Pareil, je me souviens comme si c'était hier. Je l'ai dit au début du reportage. Dès l'âge de 4 ans, tous les jours, les insectes, c'était ça. Insectes, plantes. Donc, forcément, je me suis développé en ce sens. Mais pour vous dire à quel point c'est grave, en 1980, donc j'avais 6 ans, jour pour jour, pile poil, et je me souviens de senteurs dans les prés autour de mon village originel, donc près de Haguenau, Neubourg, et il y a des senteurs qui ne sont plus aujourd'hui. Mais je les ai gardées, archivées en mémoire. Ma mémoire olfactive, c'est les faire ressortir dans ces tiroirs. Quand j'y pense, je les ressens en mémoire.
Mais je n'ai plus jamais retrouvé ces fragrances parce que tous les paysages ont été dévastés, hyper simplifiés, ratiboisés pour l'exploitation économique. Et il y a des plantes, il y a de la biodiversité, il y a de la subtilité qui a disparu. Et cette subtilité, elle n'est plus, elle renvoie plus ses senteurs. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais le tableau n'est pas terrifiant. La prise de conscience, elle vient. Et donc maintenant, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez le pouvoir, on peut le faire. C'est pas les élus qui vont le faire, c'est vous les acteurs. C'est pas celui qui parle dans son bureau qui va le faire. Et il suffit souvent de peu. Hein. C'est juste, ça ne tient qu'à un fil. Les élus le feront si la population le demande, les élus le feront. Oui, mais ils font du greenwashing. Parce que là encore, quand il y a des choses qui sont vraies, qui sont correctes, création de milieux naturels, limiter l'artificialisation, tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Mais il y a 90%, c'est à mettre à la poubelle. Hein. Vous ouvrez les poubelles, même pas recyclage, déchets. Hein. C'est du greenwashing. C'est du business. On remplace un lobby par un autre. La com. La com, voilà. Et ça ne va pas. Maintenant, non, il faut vraiment que nous, on se prenne en main. Et que nos enfants se prennent en main. Mais là, il faut leur montrer, il faut apprendre aux enfants. Voilà. On se prend en main. Allez, on fait la... Allez, oui, on se prend en main. Ouais. On fait un cercle. Ça, c'est très bien. Voilà, voilà. Ouais. Ah oui, alors, détail. Toujours à travers mes activités, et ça c'est toujours c'est le cas aujourd'hui, c'était le cas avant-hier, il y a 1 an, il y a 3 ans, en fait c'est presque tous les jours. Je rencontre des gens, je dis vrais gens, à travers mes activités. Là, on se retrouve en qualité de vrais gens. Voilà, et j'adore les vrais gens. Et c'est ça qui me fait porter, et quand j'avais aussi le genou à terre, quand j'étais mal, parce que les périodes de doute existent, c'est toujours les vrais gens qui m'ont sorti de l'ornière aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pensez quoi des spirales aromatiques, de plantes aromatiques? C'est très bien aussi, c'est bien pour les butineurs, c'est près de la cuisine, c'est génial, vous sortez, vous prenez vos épices, c'est créatif, ça met un peu de landa. Moi j'aime bien la Oui, il y en a une devant la maison. Près des poules, ils me l'ont montré avant, mais elle est un peu cachée. Ah, ok, Oui. d'accord. Ouais. Ben, merci. Ah non, mais c'est moi qui vous remercie. Hein.